Dans cet épisode du balado compte complet. Est-ce que ce serait suffisant pour aller chercher un ou même deux gros noms? Est-ce que tu parles de Garrett Crochet et de Louis Robert? Ben, ce sont les deux noms qui ont été soulevés avec les Whitecaps. Ouais. Ben ça, écoute, ça, si tu parles de transactions majeures, ça en serait toute une. Et dans ce cas-ci, il faut que tu regardes effectivement les équipes qui ont des jeunes joueurs à offrir. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet, notre balado qu'on vous présente à chaque semaine. Il y aura une exception la semaine prochaine, on vous le précise tout de suite. Le 31 juillet, il y aura une émission spéciale exclusivement consacrée aux transactions. Il reste quand même une semaine, il y a des choses qui sont arrivées en fin de semaine. Marc, écoute, en fin de semaine, ce qui a retenu l'attention, c'est la situation des Braves d'Atlanta. On a perdu deux très, très gros morceaux, ce qui pourrait peut-être changer la donne là, dans le marché des transactions. Soit Max Fried là, et Ozzie Albies. Oui, exact. Puis là, bien évidemment, on sait qu'Acuna Junior n'est pas là pour le reste de la saison. Ça fait quand même de gros morceaux. Dans le cas de Fried, on ne sait pas si c'est à long terme. Mais moi, ça me surprend que personne n'a vraiment bougé. Enfin, il y a eu quelques petites transactions, là, plutôt mineures, mais c'est quand même surprenant qu'un Alex Antopoulos n'a pas été en mesure encore de trouver un terrain d'entente. Est-ce que on est limité dans le budget? Est-ce qu'on ne veut pas nécessairement échanger des joueurs d'avenir? Pourtant, Antopoulos avait été très bon dans ces dernières années-là, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ces organisations. Est-ce qu'on croit qu'on est capable, à l'interne, de couvrir le tout? Chose certaine, Whit Merrifield, on vient de le mettre sous contrat ce lundi matin pour un peu pallier l'absence de Ozzie Albies. Donc, on bouche des trous de cette manière-là actuellement du côté des Braves d'Atlanta. Mais Alain, si tu regardes le classement présentement dans la division Est de la nationale, c'est quand même 8 matchs et demi là, qui séparent donc les Phillies aux Braves d'Atlanta. Mais c'est pas nécessairement ça que les Braves regardent. C'est que ça se resserre dans le classement des équipes repêchées. Et là, soudainement, tu as l'impression que le fait que les Braves semblaient s'être forgés donc une avance confortable à ce niveau-là, c'est plus le cas aujourd'hui, là. Oui. Il faut faire attention à ce qui s'en vient en arrière. Il y a des équipes qui jouent bien. Il y en a deux qui s'affrontent en début de semaine, Pittsburgh et Saint-Louis. Ça va être une série intéressante. Les besoins sont où chez les Braves? Est-ce que tu y vas avec un lanceur partant? Là, on se retrouve avec... heureusement qu'on a Sale et Lopez qui en donnent beaucoup plus que ça à quoi on s'attend. Marc, c'était deux agréables surprises. Là, après ça, le troisième partant, c'est Charlie Morton. À l'absence de Fried, ben là, tu te retrouves avec des quatrième et cinquième partants qui sont de vertes recrues sans beaucoup d'expérience. Écoute, d'accord avec toi, mais si je regarde le rendement des Braves cette année, c'est qu'on manque cruellement d'attaque. Tu regardes, par exemple, les Phillies ont marqué 491 points, et les Braves 417. On est loin derrière, là, alors qu'on a évidemment accordé moins de points que les Phillies de Philadelphie. Donc, on est en mesure d'éviter de donner beaucoup de points, mais on marque pas beaucoup de points. Olson n'a pas la saison... dès le début de la saison, ça a été un petit peu plus difficile pour Olson. C'est pas mauvais, évidemment, mais c'est pas à la hauteur de ce qu'on avait vu l'an dernier. Bon, Acuna est parti, on en a parlé. Albies, maintenant, qui est absent. Ça laisse quand même quelques trous en attaque présentement. Donc, c'est sûr que là, je parle de Merrifield, il n'y avait pas une bonne saison avec les Phillies. D'ailleurs, il avait été libéré par les Phillies. Ouais. Alors, je pense que c'est en attaque, moi, qu'on aurait peut-être besoin d'un peu d'aide, compte tenu du fait qu'au Monticule, on maintient un certain rythme, parce qu'on peut le faire durant la dernière tranche du calendrier, ça c'est une autre question. Mais moi, j'irais un petit peu plus, Alain, aller chercher un coup de bâton là, du côté des Braves. Ben, les chiffres te donnent raison. Là. C'est juste qu'avec la blessure de Fried, on est peut-être plus vulnérable parce que ce sont les lanceurs qui ont tenu les Braves à bout de bras. Là. Je regardais le rendement au monticule et à l'attaque. À l'attaque, Marc, globalement, on est en bas de la moyenne de la Ligue nationale. Tandis qu'au monticule, on est premier
dans la Ligue nationale. Donc, on est très, très loin du rendement de l'année passée chez les Braves d'Atlanta. On va parler des Dodgers parce que là, il y a quelques besoins. Il y a deux retours importants au cours de la semaine dans la série contre les Giants. Kershaw qui va revenir, de même que Tyler Glasnow. Ça s'ajoute à ce qu'on a déjà sur place. Là, on a regardé brièvement. Si on avait à bouger, il y a peut-être 2 positions, Marc, où on aurait besoin d'aide. Champ centre et 3e but. Ce qui est comique un peu dans ce cas-là, c'est que quand tu regardes autour du baseball majeur, on est peut-être en compétition avec des grosses équipes à ces positions-là, au champ centre avec les Phillies et au 3e but avec les Yankees. Oui, ce qui fait en sorte que le marché, ça doit coûter cher d'aller chercher un 3e but que, entre guillemets, qui a de l'allure, là. Fait qu'effectivement, ça peut coûter très cher. Puis là, tu regardes, hein, les mêmes noms reviennent. Lewis Robert, Jazz Chisholm, là, je parle évidemment au niveau des voltigeurs de centre. Là, tu regardes au niveau des 3e buts, c'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là de pointer un joueur, mais chez les Dodgers, c'est parce que Max Muncy, on sait pas ce qui se passe avec lui. Est-ce que là, on parle possible retour au mieux à la fin du mois d'août? Ça, c'est au mieux, là. Alors, est-ce qu'on va chercher de l'aide à ce niveau-là? Quel genre d'aide on va chercher? Est-ce que c'est un gros nom ou c'est quelqu'un qui vient un peu là aider la cause pendant un mois? C'est ça qui est difficile parfois. Tu sais, tu regardes, là, ça a été tranquille depuis que, le mois de juillet est commencé. On parle de la date limite du 30, donc ça s'en vient. Ça a été très tranquille parce que les équipes tentent de se positionner. Est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on achète? Écoute, on était à 8 jours, là. On était à 8 jours de la date limite et je pense qu'il y a encore des équipes qui savent même pas où se positionner. Tu sais, c'est aussi serré que ça. Et t'as des équipes qui semblent hésiter à aller chercher, tu sais, le gros nom possible qui pourrait faire basculer les choses. Parce que, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de transactions, mais celles qu'on a eues, est-ce que, Alain, ça a été trop élevé là, comme prix à payer? Oui. Ben, c'est sûr que quand tu regardes Hunter Harvey, là, c'est ça à quoi on fait référence, là, tu regardes ça, non, je suis pas prêt à payer ça, moi, puis je vais y aller avec ce que j'ai. Écoute, il y a des rumeurs là, avec les Dodgers, puis d'une transaction là, majeure avec les White Sox. Puis là, je regardais un petit peu ce qu'on pourrait donner, puis moi, le premier nom qui me venait en tête, là, on a parlé de James Outman, mais Bobby Miller, parce qu'il y a des rumeurs de lanceurs partants. Puis si tu fais l'équation, bon, le retour on a parlé du retour des deux, là, de Glasnow et de Kershaw. Il y a Gavin Stone qui est présentement lanceur partant. Il y a James Paxton. Là, Walker Buehler, c'est un peu nébuleux, puis je suis pas sûr que les Dodgers sont très heureux de ce qui se passe là, mais ça demeure une option quand même. Il y en a des blessés. Yamamoto pense revenir d'ici la fin de la saison. Puis il y en a qui vont revenir l'année prochaine. Marc, Emmett Sheehan, Tony Gonsolin, c'en est un autre. Dustin May, moi je pense sa carrière c'est un gros point d'interrogation. Bref, je regardais ça, puis je me dis, là tu commences avec Outman et Bobby Miller. Je pense que c'est 2 noms que les Dodgers, écoute, pour une grosse transaction, pourraient offrir à une équipe comme les White Sox de Chicago. Je regardais dans le réseau de filiales, qui est pas très garni en passant, là, si on se fie là, aux spécialistes chez les Dodgers à Los Angeles, mais leur prospect numéro 1, c'est un gars qui joue comme receveur et au premier but. Puis tu regardes présentement, là, c'est pas demain matin là, que les Dodgers vont avoir besoin d'un premier but et d'un receveur. Et on parle de Dalton Rushing, c'est son nom. Et l'autre nom que j'ai vu parmi les prospects qui pourrait être intéressant, c'est Carl Hurt, qui a joué un peu l'année passée et qui est partant dans les ligues mineures. Avec tous les noms des partants que j'ai là, il pourrait être disponible. Bref, est-ce que ce serait suffisant pour aller chercher 1 ou même 2 gros noms? Est-ce que tu parles de Garrett Crochet et de Louis Robert? Ben, ce sont les 2 noms qui ont été soulevés avec les White Sox. Ouais, ben ça, écoute, ça, si tu parles de transactions majeures, ça en serait toute une. Et dans ce cas-ci, il faut que tu regardes effectivement les équipes qui ont des jeunes joueurs à offrir, autant prêts pour le baseball majeur que pour un avenir quand même assez rapproché. Donc, ce que tu as mentionné, ça répond aux critères probablement de ce que les White Sox recherchent. Maintenant, en même temps, est-ce que les White Sox veulent vraiment échanger Garrett Crochet alors que tu tentes de te rebâtir? Louis Robert, je pense qu'il peut être sur le marché, compte tenu peut-être parfois de son attitude ou cette manière de jouer. Moi, Louis Robert, personnellement, je le verrais avec les Phillies de Philadelphie, juste parce que
ne se traînerait pas les pieds avec les Phillies. Je suis certaine avec Bryce Harper, avec les Schwarber de ce monde, parce que c'est un peu ça qui décrit des fois Luis Robert, là, où ça y tente un petit peu moins de temps en temps. Je pense qu'avec les Phillies, ça serait fort intéressant. Mais bon, ça fait du sens, Alain. On pourrait inclure les Orioles de Baltimore, qui, je suis convaincu, qui ont le meilleur réseau de filiales, mais qui pourraient aussi être une équipe impliquée dans une transaction importante pour vraiment solidifier, évidemment, surtout le personnel de lanceurs partants. Oui, potentiellement, Alain, je suis d'accord avec toi. Si les White Sox sont prêts à bouger puis à recevoir quand même 4-5 joueurs de qualité pour leurs 2 grandes vedettes, on va le faire, là. C'est sûr qu'on va le faire parce que sinon, on va être mal pris pour quelques années là, du côté de Chicago, là. Ben, Crochet, écoute, il y a 2 choses. Un, il est blessé souvent depuis le début de sa carrière. Là, il est en santé, sa valeur sera jamais aussi élevée que maintenant. Et si on le garde, ça va prendre combien d'années avant que les White Sox redeviennent compétitifs? Et à ce moment-là, est-ce que Crochet va être encore avec les White Sox de Chicago? Donc, écoute, moi, je pense que c'est le moment de et c'est bon ce que tu mentionnes, Alain, parce que tu sais, il faut que tu regardes tout le temps, que peu importe l'âge du joueur, le rendement du joueur, quel est le moment où sa valeur est la plus élevée. Tu sais, c'est un peu comme le marché, c'est n'importe quel marché boursier ou pratiquement, là, ou même le marché immobilier, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu essaies de voir elle est où la valeur, qu'est-ce que je peux avoir le plus pour. C'est sûr que dans le cas de Garrett Crochet, son passé de blessure doit faire hésiter bien des gens, mais en même temps, lorsqu'il lance, tu sais, c'est un lanceur qui est dominant. Alors, il y a un risque. Il y a un risque. Il faut calculer le risque à ce niveau-là. Et on pourrait dire ça de bien des joueurs. Il y a toujours un risque quelque part avec ces joueurs-là. Donc, quelle équipe sera en mesure là, de parier justement sur le fait qu'on pense que ça peut donner des résultats? C'est ça, je pense, qui fait hésiter le marché actuellement. Oui. Écoute, un dernier mot, Marc, sur 2 équipes qui étaient pas si mal placées il y a peut-être 10 jours, Cincinnati et les Cubs de Chicago. Les Reds, semble-t-il, là, sont plus en mode vendeur. Ils ont été balayés en fin de semaine par les Nationals de Washington. Washington qui les ont rejoints. Chicago, ça va coup-ci, coup-ça. Donc, est-ce qu'on est officiellement, à ton avis, du côté des vendeurs? Oui, absolument. Là, écoutez, là, on a perdu des séries, tu l'as dit, du côté des Reds. Moi, c'est ma grande déception. Là, je voyais les Reds même en tête de cette division-là. C'est la grande déception certes, de mes prédictions de début de saison du côté de la centrale, la nationale. Et oui, moi, tu sais, on n'est pas loin, là. Même chez les Cubs, on n'est pas loin d'avoir une bonne équipe. Il manque des ingrédients. Est-ce qu'on pourrait pas les régler maintenant? Donc, j'ai l'impression que ces équipes-là on pourrait entendre parler de ces équipes-là d'ici la prochaine semaine pour des transactions, aller chercher certains besoins. On a aussi des vétérans de qualité dans les 2 équipes que tu mentionnes, les Reds et les Cubs. Moi, je m'attends à ce que ces 2 équipes-là bougent. Je pense pas que le statu quo, on va améliorer les choses. On n'est pas loin. Il faut faire les bons gestes là, pour s'assurer que dès l'an prochain, on soit vraiment parmi les équipes là, qui vont lutter pour la première place de cette division centrale. Marc, une question juste avant de passer à la question de la semaine pour toi. Candelario, moi, je pense, ne sera pas avec Cincinnati la semaine prochaine. On a parlé de 2 équipes qui ont besoin de 3e but. Il y a un surplus de joueurs d'avant-champ chez les Reds. Candelario, Yankees ou Dodgers? Écoute, moi, je le verrais un petit peu plus avec les Yankees de New York. Ben, compte tenu du fait... Moi, c'est le Max Muncy qui me tanne un peu, là. Dans le sens que il va revenir quand, là, tu sais, c'est quoi le prix à payer? Moi, je pense que les Yankees seraient plus aptes à aller chercher un gars comme ça que les Dodgers, Les Dodgers, peut-être, vont porter leur dévolu plus vers un voltigeur de centre, un peu ce que je sous-entends là, dans ta réponse. Ben oui, parce que ça a été extrêmement... tu sais, c'est un des pires rendements du baseball au voltigeur de centre chez les Dodgers actuellement. Puis un petit coup de bâton de plus dans le bas de la formation, là, j'haïrais pas ça du côté des Dodgers. Bon, c'est le temps de la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. En fait, ce qu'on vous demande, c'est quelle équipe fera le plus parler d'elle d'ici la date limite de transaction. Il n'y a pas eu grand-chose depuis le début du mois. Donc, est-ce que ça va débouler? Et selon vous, c'est laquelle des équipes là, qui va faire parler d'elle le plus? On vous invite à envoyer vos réponses et vos commentaires sur cette question
sur notre site internet compte complet balado, compte complet c'est-à-dire.com et sur notre site aussi qui est sur Facebook, c'est-à-dire facebook.com/compte complet balado. C'est le moment de vous rappeler notre commanditaire principal, Plan de Match, boutique de baseball à Boucherville, boutique évidemment pour équipement de baseball, cage de frappeurs également, il y a des cours privés. Merci donc à Plan de Match de nous supporter de cette façon et allez d'ailleurs sur leur site internet également, boutique en ligne du côté de Plan de Match. Pour nous rejoindre, meilleure façon de le faire, allez sur notre site internet www.comptecomplet.com. C'est donc, toutes les informations sur ce balado, comment nous regarder et nous écouter. Bon, on va s'attarder sur la Ligue américaine, Marc, principalement la section Ouest. Ça a bougé beaucoup au cours du dernier mois. Et comme prévu, Marc, Seattle n'a pas assez d'attaque n'a pas été capable de soutenir en fait la poussée des Astros de Houston. On avait une avance de 10 matchs au sommet de la section Ouest à un moment donné. Puis là, bon, on était deuxième avant la victoire de Seattle sur Houston. Donc, on est à égalité pratiquement là, ce lundi entre Houston et Seattle. Seattle là, qui a décidé de libérer Ty France. Écoute, tu peux pas avoir un premier but, Marc, quand tu es en manque d'attaque, un premier but qui frappe 9e qui produit pas. Donc, on a pris une décision drastique. Écoute, au monticule, on est très, très bon. Les lanceurs partants, surtout si Brian Wu est en santé, ça fait 5 partants qui sont capables de faire un excellent travail. Mais le minimum, on l'a peut-être pas chez Seattle. Là. Il y a 2 équipes seulement qui marquent moins de points que Seattle. C'est pas digne d'une équipe de première place. Ce que j'ai de la misère à comprendre, Alain, là, c'est ce qu'on disait en début de saison. On sait que le problème, c'est qu'on marque pas beaucoup de points. On n'avait pas l'équipe pour en marquer beaucoup. Là, l'échantillon est quand même assez grand. Là. On a joué une centaine de matchs. Tu sais, je veux dire, il faut que les Mariners trouvent le moyen d'aider leur attaque. Je comprends, un peu comme les Blue Jays de Toronto, on s'est dit, là, on va compter sur les gars à l'interne pour produire. Ouais, mais les feuilles de route, Alain, t'es un gars de statistique. À un moment donné, un gars qui frappe 250, il va frapper 250. Là, je sais pas c'est quoi la belle pensée de dire, un gars de 250 ou d'un gas d'un MPP de 6,80 va devenir soudainement un gars d'un MPP de 7,80. Je veux dire, il faut... Tu t'as mentionné, là, je regarde la fiche des Mariners de Seattle. Écoute, malgré le fait qu'on n'a pas accordé beaucoup de points là, cette année, on a juste un différentiel de plus 16. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller au-delà. Donc, notre force, qui est au monticule, ne paraît pas tant que ça, compte tenu du fait qu'on n'est pas capable de marquer suffisamment de points. Je m'explique mal, moi, le fait qu'on n'a pas encore réagi ou comblé un peu un besoin qui était évident dès le début de la saison. Écoute, on a fait quelques acquisitions, Marc, puis moi, c'est dans l'évaluation des joueurs, je pense qu'on a erré. Et je peux te donner 4 exemples. D'abord, Ty France, qui avait beaucoup ralenti l'année passée. Puis ça a continué cette année. Je sais qu'il a été blessé, ça l'a peut-être affecté, mais toujours est-il que sa production avait baissé. C'était quoi l'évaluation de Jorge Polanco, Marc? Il arrive à 30 ans, sa défense n'a jamais été très très bonne, à mon avis. Très mauvaise saison. J.P. Crawford, c'est un peu en haut de la moyenne si ça va bien. Mitch Haniger, ça fait une couple de saisons qu'il est blessé, qu'il n'a pas produit. Et Mitch Garver, dans les 2 cas, on est au début de la trentaine, ça ne s'améliorera pas. Là, je te nomme 4 frappeurs, Marc, sur 9. Et en plus, tu as Julio Rodriguez qui ne produit pas à la hauteur des attentes, même si ça a été mieux ces dernières semaines. Mais dans les réguliers, il y en a 3 qui ont des MPP+, au-dessus de 100. Le meilleur, c'est Cal Raleigh à 107. T'as pas de joueur élite là-dedans. Donc, moi, je pense on a erré dans l'évaluation des joueurs qu'on a acquis pour aider ceux qui étaient en place. Écoute, c'est très bien dit. On pourrait redonner l'exemple des Blue Jays de Toronto. C'est la même chose. Il y a eu un réveil de Vlad Guerrero Jr., mais même à ça, l'équipe gagne pas plus. C'est un tout, une équipe. Julio Rodriguez, oui, pour en donner plus, absolument. Mais est-ce que c'est suffisant, même si Rodriguez se mettait à vraiment tout virer à l'envers? Pas sûr que ça serait suffisant. Moi, c'est une équipe de baseball. Tu sais, je trouve que les Phillies sont bâtis pour veiller tard. On a beaucoup, tu sais, de 1 à 9, on peut vous faire mal.
si les Schwarber, les Harper de ce monde se blessent ou tombent dans des espèces de léthargie, t'en as d'autres qui sont capables de prendre la relève. C'est pas le cas du côté des Mariners. Et, si Cal Riley sort de la formation, on est dans le trouble. Ouais. Alors, tu fais bien de mentionner l'âge. C'est pas parce que, c'est juste que tu peux pas t'attendre à ce qu'un gars de 30, 31, 32, 33 ans soit pas mal meilleur que ce qu'il a donné au cours des 2-3 dernières années. Oui, il pourrait être meilleur, absolument. Il y a toujours moyen de s'améliorer un peu. Mais tu peux pas penser que chacun de tes joueurs va toujours être supérieur et de beaucoup à ce qu'il a donné dans le passé. Les échantillons là, sont énormes. Là, on voit le rendement du joueur. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est un peu de rêver en couleur. Alors, moi, je me répète, Alain, puis même si les Garver de ce monde, les Polanco de ce monde, déçoivent un peu, on l'avait dit en début de saison que même si ces gars-là connaissaient des saisons correctes, il va y en manquer quand même des éléments en attaque du côté des Mariners. C'est ça qui me surprend beaucoup, moi. Oui. Écoute, rapidement, chez les Astros de Houston, on s'est fié sur le personnel en place pour redresser la barque. Mission accomplie. On fonctionne avec 2 lanceurs partant en marque, qui tirent la chaloupe, si je peux dire, avec Blanco, qui surprend, là. Faut bien le mentionner, et Valdez, qui est le chef de file. Arrighetti et Brown, ça va un peu mieux. On a réussi, Marc, le tour de force de revenir en l'absence de Kyle Tucker. C'est pour ça que je trouve que les Astros sont extrêmement dangereux. Quand Verlander va revenir, Tucker va revenir, c'est pas dit qu'on n'ira pas chercher un lanceur partant à un moment donné. Presley et Hader, ça a été en dents de scie, mais moi je m'attends à ce que ça aille mieux dans les 2 derniers mois. Ils vont être difficiles à rattraper, là, les Astros. Honnêtement, moi, je vois pas comment on va les rattraper. Ça a pris du temps à démarrer. Là, on est parti. L'attaque produit. On a l'expérience de fin de saison de gagner des matchs importants. Moi, je vois les Astros maintenir le rythme et vont terminer premiers dans cette division-là. Je veux dire, j'aime le fait que les Mariners soient dans la course si on pouvait bouger un petit peu plus. Les Rangers, écoute, c'est des champions défendants. On peut pas les compter comme sortis, là, même s'ils ont 5 matchs de retard sur les Astros. C'était une bonne fin de saison. Moi, je m'attends de cette division-là, mais de cette course-là, honnêtement, les Astros jouent comme... Ça a pris peut-être 80-90 matchs là, à se mettre en branle, mais au moins, on a profité de ça, puis là, la machine est partie, là. Bon, 2 équipes dans l'Est, Marc, sur lesquelles on va s'attarder un peu. Chez les Blue Jays de Toronto, la blessure à Bichette, moi, je pense qu'il était sur le marché. S'il est en santé, il n'aurait pas terminé la saison avec les Blue Jays de Toronto. C'est une impression, je pense que tu partages également. Oui, je partage également. Son jeu en défense fait en sorte que c'est pas le joueur, surtout lorsque ton équipe est bâtie, Alain, autour de bons lanceurs. Tu veux une bonne défense. On l'a vu à quel point Varsho est bon. Varsho est le meilleur joueur défensif de tout le baseball, soit dit en passant. Lorsque Varsho, Kiermaier et Springer sont là comme voltigeurs, tu sais que la balle va être attrapée. C'est pas la même chose en défense lorsque tu as un gars comme Bichette qui est un bon joueur. Là. Absolument, on n'est pas en train de dire que c'est pas un bon joueur. Il connaît une mauvaise saison en attaque, c'est clair. Mais c'est quand même un joueur d'arrêt-court ordinaire. Et je pense que compte tenu de la façon dont cette équipe-là est bâtie avec la qualité des lanceurs, ça prend un joueur d'arrêt-court qui est un petit peu plus fiable à ce niveau-là. Puis on l'a vu d'ailleurs avec l'absence de Chapman, Chapman qui est parti. On n'a pas remplacé son jeu en défense non plus. Chapman qui compensait beaucoup parfois pour certaines lacunes de Bo Bichette. Le fait que Chapman a quitté, là, ça devenait un côté gauche de l'avant-champ plus vulnérable. Ça n'a pas aidé la cause. Évidemment, c'est pas la seule raison qui fait que les Blue Jays se retrouvent dans cette situation-là. Mais oui, Bichette était sur le marché. Ça change énormément les plans. Et là, moi, je vous dirais que la façon dont George Springer est en train de frapper, si tu es capable de le passer à l'âge qu'il a, au contrat qu'il a, on parlait tantôt là, du meilleur moment là, en termes de valeur. Moi, je pense que si on était capable de passer un George Springer, ça serait temps de le faire. Oui, peut-être en compagnie de lanceur partant, Marc, pour
alléger un peu le fardeau. On ne recevrait pas grand-chose en retour. Parce que, des Blue tu sais, Alain, là, mais excuse-moi, Alain, tu sais qu'en ce moment, là, on va payer une taxe de luxe en plus. Là. Alors, tu vas finir peut-être dernier de ta division, déception, et en plus payer la taxe de luxe. Ça serait pas une bonne note là, pour la direction des Blue Jays. Alors, si on était capable, entre guillemets, d'en laisser aller quelques gros contrats, ça pourrait au moins aider la cause de l'organisation en termes de financiers, là. Oui. Écoute, terminant les Rays de Tampa, Marc, est-ce qu'ils sont dans la catégorie des vendeurs à ce stade-ci? On a 2 victoires sur 3. Bon, on est lundi, il y a un match à venir encore entre les Yankees. On a gagné 2 matchs sur 3 contre New York, à New York. Les Rays ne feront pas l'acquisition d'un gros salarié, ça on le sait, mais on est où, là? Écoute, on est loin. Moi, je pense que les Rays, on va être vendeurs. On ne sera pas acheteur, là, parce que je serais très, très surpris. Si c'est acheteur, ce ne sera pas, bon, évidemment, un joueur avec un salaire très élevé. C'est l'équipe probablement qui est la plus difficile. Tu sais, t'es à 4 matchs et demi en termes des équipes repêchées, mais il faut que tu ailles chercher quoi? 1, 2, tu as 3 ou 4 équipes devant toi. Et dans la division, ben on connaît la situation. Alors, c'est pas facile de se positionner, mais compte tenu du passé de l'équipe, compte tenu de la façon dont on gère les choses, je pense pas, moi, qu'on va aller acheter. On va se préparer encore une fois pour la prochaine saison et se préparer davantage pour être en meilleure position à ce stade-ci l'année prochaine. Si on voulait être dans la course à tout prix, Marc, Caminero serait dans le baseball majeur. C'est exactement. C'est très bien dit. Oui, en tout cas, j'ai hâte de voir. Brandon Lowe est probablement celui qui pourrait être le plus attrayant. Écoute, il n'a jamais joué au 3e but. Est-ce que pour les équipes qui cherchent un 3e but, ça pourrait être une solution? Pour quelqu'un qui n'a jamais joué là, je ne le sais pas. Mais c'est un gars qui est polyvalent, capable de jouer au voltigeur de gauche, voltigeur de droite, 1er but, 2e but. Moi, je pense que c'est un nom là qu'il faudrait surveiller du côté des Rays de Tampa. C'est le temps de la carte de la semaine, présentation de carte-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. On porte notre dévolu, Marc, sur le type de joueur qui est probablement pas disponible parce qu'il n'existe plus dans le baseball d'aujourd'hui. Écoute, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire du baseball. Utilisé strictement comme coureur suppléant par les A's d'Oakland dans les années 70, Herb Washington. Donc, c'est en 1975 que sa carte a été publiée, carte numéro 407 Topps OPG. C'est la seule carte dont la position du joueur est affichée comme coureur suppléant. Et 2 saisons dans le baseball majeur avec les A's d'Oakland. Aucune présence au bâton, aucune présence en défense. A joué une saison, la saison 74, et la saison 75, une partie de la saison 75. Et Marc, il a gagné une série mondiale. C'est toujours bien une série mondiale de plus que nous deux ensemble. Dans le cas de Herb Washington, a été utilisé en série. 0-2 en tentative de vol en série de championnat et on l'a utilisé comme coureur suppléant en série mondiale. N'a pas marqué de points. C'était l'idée du propriétaire, ça. Charles O'Finley, qui l'a mis dans la gorge du gérant qui était Alvin Dark en 1974. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des buts volés, mais on a quand même utilisé des coureurs, je te dirais, spécialistes après le départ de Herb Washington, dont un ancien Expo, Larry Lintz. Et Larry Lintz pouvait jouer au baseball. Lui, il a joué. Manny Alexander, c'est la même chose. C'était des joueurs extrêmement rapides qu'on a utilisés beaucoup comme coureurs suppléants, mais qui étaient capables de faire autre chose. Mais dans le cas de Herb Washington, c'est un essai. Écoute, les A's étaient tellement bons qu'on pouvait se permettre d'avoir un des 25 joueurs. C'était 25 joueurs et non 26. On pouvait se permettre d'en avoir un qui ne fasse pas grand-chose. Donc, c'est assez exceptionnel, Marc. La façon dont les joueurs sont utilisés aujourd'hui avec un personnel de 13 lanceurs, pas ce que tu en penses, là, mais un spécialiste du genre. Écoute, on n'a même plus de spécialiste frappeur suppléant. Fait qu'encore moins coureur suppléant. Non, là, je pense que de toute façon, les athlètes d'aujourd'hui sont tellement plus complets. Ça te prend au moins 2 atouts. Là. Si tu es très, très rapide, faut aussi que tu sois capable d'attraper une balle comme du monde ou
Alors, tu comprends, les fameux 5 atouts, les principaux atouts, là, il faut que tu en aies au moins 2, là, selon moi. Tu sais, il y a une certaine époque, si tu en avais un, peut-être un très, très bon bras, bien évidemment, comme lanceur, tu peux passer, mais comme joueur de position, il faut que tu en fasses un petit peu plus. Puis, mais je peux comprendre qu'à l'époque, puis tu sais, Alain, tu regardes les séries chaque année, lorsque tu as un gars qui est capable de voler des buts, il est drôlement efficace. Tu sais, aussitôt que t'as un coureur au premier but, premier frappeur d'une manche, en 8e, en 9e, oups, t'amènes la gazelle. Je veux dire une chose, ça change la donne. Donc, moi, je pense que il y avait une vision intéressante. D'avoir cette gazelle-là, c'est important. Mais là, évidemment, il faut que tu le combines avec un autre atout. Mais moi, je veux dire, Dave Roberts a volé le but le plus important de la fameuse série entre les Yankees et les Red Sox. Je veux dire, ça a son importance encore aujourd'hui, mais effectivement, il ne faut pas juste avoir cette vitesse-là. Oui, effectivement, on n'a pas essayé d'en faire un joueur de baseball. Là. Son principal atout, c'était sa vitesse. D'ailleurs, il avait fait partie de l'équipe d'athlétisme. C'est un des meilleurs sprinteurs, en fait, au pays, avec la formation de l'Université Michigan State. C'est le moment de notre segment Baseball Québec et je veux souligner aujourd'hui parce que, Alain, on est allé avec la formation finale pour le championnat du monde féminin. Alors, l'équipe nationale du côté féminin, il y a 6 Québécoises qui se retrouvent donc sur l'équipe nationale. Je veux le souligner parce que c'est un exploit quand même. On repère le baseball féminin qui prend beaucoup de place au Québec avec l'Académie de baseball du Canada qui est à Trois-Rivières. Je vous les nomme, les Québécoises qui sont donc sur la formation. Il y a Sina Catterwall qui vient de Pierrefonds. Il y a Lucie Anctil de Lapocatière. Il y a également Ella D. Bédard de Gatineau. On a Alizé Gélina de Trois-Rivières. Sophie Gagné de Sainte-Martine. Il y a également Alexandre Fournier de Saint-Jean-sur-Richelieu et Andréane Leblanc du Mont-Saint-Hilaire et évidemment Patricia Landry qu'on a déjà eu en entrevue ici, fait partie du personnel d'entraîneur. Donc, félicitations aux filles, bonne chance. C'est un championnat du monde qui se déroule du 28 juillet au 3 août. Alors, on va suivre évidemment ce que les filles vont être en mesure de faire. Je vous souligne aussi que l'ABC, l'équipe 16U, a remporté un championnat, le CABA All-American. C'est un tournoi qui était au Texas. C'est l'Académie de baseball du Canada qui l'a remporté, ce tournoi. Donc, félicitations aux jeunes de l'ABC qui continuent de progresser. D'ailleurs, on a vu les mises sous contrat, les joueurs qui ont été repêchés. On parle évidemment d'Emilien Pitre, Louis-Philippe Langevin, donc des gars comme ça qui c'est extrêmement motivant, qui passent par les programmes souvent de l'ABC. Et là, les jeunes qui se produisent devant des équipes américaines, des dépisteurs de collèges américains, c'est extrêmement motivant pour eux autres. Alors, on les encourage à poursuivre et l'ABC qui continue donc de produire de très, très bons joueurs ici au Québec. Et j'espère évidemment que ça va continuer ainsi avec les programmes sport-études et tout ça. Donc, bravo aux organisateurs et à toute l'équipe de l'ABC. Et félicitations encore à ces joueuses qui vont nous représenter lors du prochain championnat du monde. Marc, on va rendre hommage aux 4 nouveaux intronisés au Temple de la Renommée. Ça s'est fait ce dimanche. On va y aller en tout cas, dans ce que je considère que l'ordre d'importance ou à peu près. Adrien Beltré, je pense que c'était à peu près unanime. Écoute, il a excellé autant en défense à l'attaque pendant de nombreuses années. Il appartenait aux Dodgers de Los Angeles. Par la suite, il est passé par quelques équipes, mais je pense qu'on l'identifie davantage aux Rangers. Oui, puis je vais ajouter, Alain. Oui, il était bon en défense. Oui, il était bon en attaque. Les statistiques sont là, mais son attitude sur le terrain, son plaisir de jouer, sa manière comment je dirais bien ça, de pas être trop sérieux, mais de l'être en même temps, de sourire quand c'est le temps. Il sait que, ça reste un spectacle, hein, être un joueur de baseball. Je pense qu'il, lui, l'avait compris. Et ça fait donc, sa personnalité faisait aussi partie du fait que ce gars-là était pratiquement un choix unanime au Temple de la Renommée. Oui. Écoute, dans les 3 autres cas, je vais y aller avec Todd Helton, Marc. Todd Helton qui a passé toute sa carrière avec les Rockies du Colorado. Souvent, on fait l'objet de préjugés quand on joue au Colorado. En raison du fait que, faut bien le mentionner, là, on joue
dans un environnement qui favorise les frappeurs. Est-ce qu'il a été favorisé? La question est oui. Regarde, tu peux pas ne pas être favorisé quand tu joues au Colorado. Par contre, il a produit lorsqu'il était à l'étranger et globalement, c'est quand même un MPP+ impressionnant à 133 pour l'ensemble de sa carrière. Une statistique qui tient compte du fait qu'il jouait au Colorado. Ouais, écoute, moi, j'ai vu la photo, Todd Helton à côté de Larry Walker, et je veux dire, là, c'est le plus beau sourire que j'ai vu de ces deux gars-là sur la même photo. Ils étaient fiers de représenter les Rockies. C'était pendant les années, d'ailleurs, de Walker et Helton, une des bonnes franchises du baseball. Puis écoute, ça reste que, tu sais, Alain, je sais qu'il y a un avantage de jouer au Colorado, mais ça reste qu'il faut que tu frappes la balle. Tu sais, je veux dire, il faut que tu mettes la balle en jeu. Si c'était si facile, on serait déjà à 4-5 au Temple de la renommée des Rockies, où on verrait des champions frappeurs de coups de circuit qui c'est constamment à Denver. Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, je le sais qu'il y a un léger avantage, mais il faudrait arrêter de penser que ça tu sais, ça me fait penser à la période des stéroïdes un peu, là, à la limite. Tu sais, donc, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, jouer au baseball, lancer des prises, frapper des balles sur le baril, frapper des balles à des distances folles, c'est pas seulement parce que je joue en altitude. Là. Tu comprends? Quand je suis content qu'il y ait maintenant 2 joueurs des Rockies au Temple de la renommée, parce que ces gars-là... Écoute, Todd Helton, là, tu parles de constance au fil d'une longue carrière, là. Moi, c'est souvent des éléments, moi, qui sont importants pour moi lorsqu'un joueur doit être au Temple ou non. Puis Todd Helton répond à ces critères-là. Et comme joueur, il y a Joe Mauer. Quand il a été repêché, Marc, c'était loin d'être un consensus. C'était un choix local, selon plusieurs, par les Twins. C'était un gars de la place. Il arrivait, lui, des écoles secondaires à Saint-Paul, donc c'était dans sa cour. Le consensus, en fait, c'était Mark Prior. Et comme frappeur, probablement Mark Teixeira. Mais je regardais le WAR de tous les joueurs qui ont été repêchés en première ronde. Et le WAR le plus élevé, ben c'est Joe Mauer qui l'a. Moi, je vais te dire une chose. Bravo aux Twins du Minnesota. Ils avaient un joueur élite dans leur cours. Tu as raison de dire que c'était peut-être pas le choix unanime de première ronde, du premier choix au total. Mais il était là, c'était à côté de chez eux. Tu sais, ils ont osé et ils ont gagné. Moi, puis tu sais, tu parles d'athlètes, tu sais, les fameux All-American. Joe Mauer, là, tu lui donnais une raquette, là, je suis convaincu qu'il pourrait te battre au tennis. Tu comprends ce que je veux dire? Tu lui donnes n'importe quel instrument, puis le gars va exceller. Là. Mais, tu sais, bravo à l'organisation. Tu sais, combien de fois, tu as un joueur élite dans ta cour, mais le directeur des ligues mineures, puis le directeur du scouting qui dit, ah ouais, attends un petit peu, là, on a un lanceur à côté qui... C'est tellement pas une science exacte en plus. Donc, si t'as un gars dans ta cour qui est bon, puis qui... Écoute, en tout cas, moi, il n'y aurait pas de doute dans mon esprit. Alors, bravo aux Twins d'avoir osé à cette époque-là. Puis, écoute, on pense qu'ils ont été récompensés pas mal. Oui, il n'y a pas grand monde qui se sont démarqués dans ce repêchage, Marc. Il y en a 3, en fait, là. Quand on parle du Ward qui est vraiment significatif, là. Thomas Howard qui était le premier, Teixeira deuxième, puis le troisième. Une carrière qui l'aurait peut-être mené à Cooperstown, Marc, c'était pas des blessures, c'est David Wright, qui avait été le premier choix des Mets de New York, qui était vraiment pas loin, qui avait des statistiques intéressantes. Un MPP au-dessus de 850, quelqu'un qui a passé sa carrière à Citi Field, 2-3 années de plus, là, pas sûr qu'il serait pas à Cooperstown, lui. Écoute, parfaitement d'accord. Je veux juste te dire, Alain, j'ai été témoin de ses débuts dans le baseball majeur. Lorsque j'étais, je couvrais les expos et c'était un match contre les expos, mais c'était à New York. Tu sais, j'en ai couvert là, des premières de joueurs, mais David Wright, là, c'était... Ouais. Écoute, c'était vraiment là, l'avenir des Mets. Là. On traitait ça comme si c'était le sauveur de l'organisation à l'époque. Ouais. Et effectivement, brillante carrière pour David Wright. Ouais, t'as pas aussi les débuts de Kerry Wood aussi avec les Cubs de Chicago? C'était pas contre les Expos, ça? Oui, il y en a eu plusieurs. Je vous dirais même, si je ne m'abuse, comment il s'appelle donc? Le Zach Greinke. Zach Greinke, voilà, c'est exactement, tu lisais dans mes pensées. Ouais. Je pense que Zach Greinke, ses débuts étaient, c'était contre les Expos, ouais. Alors... Et il avait l'air d'avoir 12 ans maximum, le Zach Greinke à l'époque. C'était incroyable. Bon, le dernier, c'est Jim Leyland, Marc Gérant. Il a atteint des séries avec 3 équipes différentes, a remporté la Série mondiale
avec les Marlins à Floride. S'il y avait eu un releveur de plus, peut-être qu'il aurait atteint... il aurait gagné une série mondiale de plus avec les Tigers, mais ça, c'est une autre histoire. C'est un gérant qui a été très respecté, Marc, et disons-le, là, qui, bon, c'est pas comme ça que ça se fait aujourd'hui, mais qui avait gagné ses galons comme instructeur et comme gérant dans les ligues mineures avant d'obtenir son premier emploi. C'est une très belle histoire, celle de Jim Leyland. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu l'as dit, là, il a gagné ses galons. Il a mérité donc ses postes de gérant. Rappelle-toi, avec les Pirates et Barry Bonds, hein, c'était pas toujours, tu sais, il voulait faire de Barry Bonds un homme, là, tu sais, un bon coéquipier. Il avait sa propre manière. J'ai beaucoup aimé, moi, son boniment. Tu sais, à Cooperstown, c'est un gars qui... c'est un vrai. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a été si respecté. Il disait les vraies affaires. Passez pas par quatre chemins. C'est un gars qui tu sais, en tout cas, moi, lorsque je l'ai vu parler à Cooperstown, très émotif aussi. Tu vois là, que toutes ces années d'efforts était dans son fameux speech à Cooperstown. Donc, bravo à Jim Leyland. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, il me fait penser un petit peu, en fait, ça me fait penser un petit peu à Philippe Alou, là, ou à quelque part, tu sais, Philippe a gagné ses galons, au niveau des ligues mineures avant d'arriver dans le baseball majeur. Un petit peu tard, vous allez dire, mais un succès immédiat. Mais bravo à Jim Leyland, effectivement, là, pour ce bel honneur. Oui. Et Marc, on va terminer. Bon, je pense une bonne nouvelle. Là, on commence cette semaine avec... on l'avait vu plus tôt cette saison, mais là, on avait hâte. Les 3 Québécois là, qui sont sur la formation des 26 joueurs du baseball majeur. Il y avait 2 blessés et Édouard Julien dans les ligues mineures. Donc, Taureau est de retour avec les Aces. Lopez avec les Marlins, les 2 étaient blessés. Et Édouard Julien avec les Twins. Ouais, ça fait du bien, hein, parce que pendant une certaine période, on n'en avait aucun. Là, on retrouve les 3 à nouveau. Édouard Julien qui est de retour avec les Twins. D'ailleurs, fidèle à lui, il a soutiré 2 buts sur balle à son retour. Et évidemment, c'était le fun aussi de voir Lopez et Abraham Taureau dans leur formation respective du côté donc des Marlins et des Aces d'Oakland. Alors, j'espère que ça va se poursuivre. Là, Édouard Julien est le mieux positionné, évidemment, pour faire les séries actuellement, parce que je pense pas que les Marlins pour les Aces vont être en série, mais ça reste que c'est important pour ces gars-là de terminer la saison en force, de s'assurer qu'on va être de retour l'année prochaine. C'est une constante bataille, Alain, de rester dans les formations. On le voit d'ailleurs, là, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin d'aller très, très loin, là. Tu regardes même la formation, que ce soit des Yankees, des Red Sox, des Blue Jays, il y a une rotation. C'est pas facile de garder son poste, tu sais. On peut pas dire qu'Ernie Clement va avoir un poste assuré l'année prochaine, tu sais. C'est des exemples que ce que je veux dire, c'est que c'est dur de rester dans des formations. Donc, si on montre une certaine constance d'ici la fin de l'année, ben, on pourrait au moins se donner les meilleures chances possibles pour l'an prochain. Oui, et Charles Leblanc, là, peut-être si les Angels font un petit peu de ménage, qu'il y aurait une place pour lui éventuellement. Et Miguel Cienfuegos qui est au 3A, Marc, avec les Padres. Les Padres, eux aussi sont à la recherche peut-être de lanceurs partants. 2-3 départs de qualité de suite, Marc. Ça pourrait amener un ancien des Capitales dans le baseball majeur. Là. Écoute, on souhaite lui aussi une très belle progression cette année. Hein. Cienfuegos, ça a été excellent. Et Charles Leblanc démontre une très, très belle constance au niveau 3A des Angels présentement. Donc, ça serait vraiment de très belles surprises, de très belles nouvelles de voir ces gars-là, évidemment, se retrouver. Juste rapidement dire qu'Emilien Pitre a signé son contrat avec les Rays de Tampa. Un beau 1,5 million de dollars pour Emilien. Bravo, vraiment, pour ce cas-ci. Et dans le cas de Louis-Philippe, c'est entendu également avec les Royals de Kansas City. Donc, c'est le fun. Vraiment, là, ça se poursuit. Puis, on va suivre ces gars-là, évidemment, au fil des prochaines années. Bon, c'est le temps de l'horaire des matchs télévisés de cette semaine. Présentation de la boutique des fans, votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon, Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. Je vous invite à consulter la boutique des fans.ca. 3 bons matchs cette semaine. Ce lundi, 19h30, notez bien l'heure. C'est Philadelphie, Minnesota. Ce sera l'occasion de voir Édouard Julien. Mercredi, c'est le duel New York-New York. Ça va bien pour les Mets. Les Yankees vivotent un petit peu. On a l'impression que ça va bouger de ce côté. C'est à 19h et dimanche, c'est à 19h comme à chaque match dominical qu'on vous présente. Et pourquoi pas un bon duel Yankees-Red Sox. Ce sera en direct du Fenway Park. Les 3 matchs présentés à RDS. Donc, je vous précise 2 choses. D'abord, la semaine prochaine, il y aura 2 balados. Lundi, comme à l'habitude, et le 31, le lendemain de la date limite de transaction.
Et également, jeudi dernier, on a ajouté du contenu à notre balado, à notre page internet, comptecomplet.com. Ce sont des témoignages de Québécois, principalement, qui ont joué dans le baseball professionnel il y a plusieurs années. Une réalité qui était bien différente aujourd'hui. Ce sont des Québécois qui ont pavé la voie au Mark Griffin, au Émilien Pitre, qui ont joué dans les années 50, 60. Il y en aura d'autres. On vous invite à écouter les témoignages de ces hommes-là pour qui ça n'a pas été facile de percer alors qu'il n'y avait pas de repêchage. Il fallait se faire remarquer. Donc voilà, il y a 3 anciens joueurs. Il y a le fils de Stan Bréard également qui nous a livré son témoignage. De même qu'André Rousseau, ancien journaliste qui a couvert les premières années des expos. Des entrevues fort intéressantes. Et il y aura aussi d'autres entrevues éventuellement qui vont s'ajouter. Ceci étant dit, on vous souhaite une bonne semaine de baseball. On est à l'affût de ce qui va se passer sur le marché des transactions, bien sûr. Bonne semaine, tout le monde. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.